Bonsoir à tous, bel bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Clin d'œil événement, notre rendez-vous hebdomadaire en direct télé, en direct Facebook. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de la magnifique blablateuse. Bonsoir. De retour, bonsoir. De retour, évidemment. Comment vas-tu? Mieux. Beaucoup Mais mieux? bon, après, je pense que beaucoup de personnes comme moi ont été touchées par Vivide. Et puis voilà, hein, donc je suis contente d'être sortie de mon isolement. Et surtout d'avoir la santé finalement. D'avoir la santé et d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que tu es contente. Oui, je suis contente d'être de retour. Ça faisait longtemps, c'était long. Exactement. En tout cas, nous sommes ravis de t'avoir. Nous avons également sur le plateau aujourd'hui Madame Selin Aloha. Bonjour. Bonjour, merci de votre participation. Bienvenue dans le Clin d'œil événement puisque c'est la première fois, c'est ça? Oui, mais merci pour l'invitation. Et je suis très heureuse d'être là. Merci à vous. Aujourd'hui, on va faire un petit tour du côté de Pointe-à-Pitre, hein, une très belle association avec de très beaux projets en cours et surtout cette envie, en tout cas, de redynamiser un petit peu cette ville Pointe-à-Pitre en lui donnant, on va dire, une couleur différente. On ne dit pas tout, n'est-ce pas, Aloha? On garde le suspense. On garde le suspense. Bienvenue encore une fois à tous ceux qui nous joignent actuellement sur le Facebook live. Coucou, Missy Coco. Comme d'habitude, Raphaël Mounian, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Nous ferons un réel plaisir de vous faire un coucou. Et surtout, si vous avez des questions à notre invité, pourquoi pas la blablateuse, n'hésitez surtout pas. Nous sommes également en direct télé. 0590 96 10 10 si vous avez des questions à poser. C'est parti, nous partons à la découverte d'une magnifique association, je le disais, il y a. Est-ce que j'ai bien prononcé? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Je sais qu'on ne comprend pas souvent, mais c'est il y a, comme il existe plusieurs îles, en fait, plusieurs manières d'aborder l'île. Wow. Oui. Ah oui, j'avais pas vu comme ça, mais ok, génial, bravo. Très bien, en tout cas, ça s'écrit aussi comme ça, c'est I-L-E, plus loin Y, plus loin Y-A. Alors, Aloha, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette association, surtout la genèse? Ça a commencé comment? Qui débute à l'association-là, ça? Eh ben, c'est assez simple. Moi, j'étais partie faire mes études en France et j'ai dû revenir en Guadeloupe et je n'avais pas totalement fini mes études et honnêtement, je ne pensais pas repartir, rester en Guadeloupe. Je pensais vraiment que j'allais travailler, vivre toute ma vie, soit dans l'Hexagone, soit ailleurs dans le monde. Et en revenant en Guadeloupe, j'ai vraiment eu de nouveau un coup de cœur, mais un coup de cœur qui n'était pas totalement relié à mon enfance, mais qui était dans une approche plus complexifiée de ces enjeux. Comprendre pourquoi on en était là, quels étaient les problèmes. Et donc, j'ai travaillé, je fais pas mal de petits boulots et j'ai décidé d'aller faire une formation sur l'économie sociale et solidaire. Pourquoi l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle le SS? Je pense qu'en fait, à travers le caractère de notre insularité, de notre taille, de notre communauté, penser à travers l'idée qu'on peut penser communautaire, qu'on peut penser entraide et qu'on peut penser économie, pour moi, c'est la base de notre futur. Je pense qu'avec tout ce qu'on vit actuellement, si on ne pense pas à travers ces trois paradigmes, c'est un peu compliqué. Alors, quand on dit futur, on peut même penser à maintenant, hein, parce qu'on parle souvent des enjeux des générations à venir, mais on est carrément plein là-dedans. Hein. Et puis, je pense que honnêtement, la Guadeloupe a toujours fonctionné dans un sens traditionnellement à travers l'ESS. Hein. On utilise un grand mot, économie sociale et solidaire, pour dire des grandes choses. On connaît un peu ces mots institutionnels, mais à vrai dire, c'est quoi l'ESS? C'est penser la création d'une association ou penser une entraide entre familles dans un quartier pour aider une maison abandonnée à revivre ou pour aider un grand-père ou pour, partageant tous ensemble un verger et vendant les fruits de notre verger. Enfin, tout ça, ça a toujours fonctionné. Des actions collectives qui sont autour de l'ESS. C'est ça. On a vu aussi pas mal d'entrepreneurs, par exemple des coiffeurs, qui ont décidé de consacrer une partie de leur activité à aider les sans-abri. Est-ce que ça fait partie également de l'ESS? Totalement. L'ESS, en fait, souvent, beaucoup de gens ne pensent pas faire partie de l'ESS. Mais l'ESS, soit c'est une action solidaire, soit à travers l'association, mais ça peut être aussi à travers, par exemple, tu as une entreprise, mais tu as une gouvernance qui est beaucoup plus égalitaire, qui prend en compte la voix de tout le monde, c'est de l'ESS parce que tu prends en compte une gouvernance qui est différente de la gouvernance traditionnelle avec un chef. Ça peut être de l'ESS si, par exemple, tu prends en compte un prix solidaire. Tu es une entreprise traditionnelle, mais tu as un prix solidaire pour les personnes. C'est de l'économie sociale et solidaire parce que c'est la prise en compte des besoins de l'autre.
Intégré dans la politique de l'entreprise. C'est ça. Très bien, ok. Donc, tu as donc décidé de participer aux enjeux de la Guadeloupe, en tout cas de porter ta pierre à l'édifice. C'est ça. Okay. Et j'ai fait donc cette formation. J'ai rencontré ma sublime collaboratrice, Francisca Morim. Qu'on salue, voilà, qui devait être là aujourd'hui, mais qu'on salue. Exactement, portugaise-angolaise, qui s'est retrouvée en Guadeloupe. Et nous deux, on avait un prisme un peu différent, mais en même temps, on avait des valeurs communes. Et on a décidé de monter un projet ensemble. Et on a décidé du coup de créer cette association et ça a été la base. On était 2 jeunes femmes au chômage. Et il y avait aussi ce projet derrière de se salarier et d'avoir aussi de pouvoir survivre. C'était pas seulement ok, on veut bien aider, on veut bien participer, mais derrière nous on ne peut c'est pas aider juste pour aider. C'est qu'il faut qu'il y ait une viabilité dans tout ça et donc on a décidé de créer cette association avec cette base, c'est l'idée que cette association c'est une association de médiation socioculturelle, c'est-à-dire c'est une association pour nous qui veut faire lien. Donc, lien entre les personnes, lien entre la mémoire et la mémoire des aînés, la mémoire et les plus jeunes, lien entre les institutions et les entrepreneurs. C'est vraiment ce fil conducteur, c'est ce lien. D'accord, très bien. Donc, fil conducteur, le lien, les générations, en termes de projets aussi, quel type de projet que l'association a envie de mettre en place ou met déjà en place carrément, puisque, on le rappelle, c'est une association qui a déjà... Plus de 3 ans. Plus de 3 ans, 2018. C'est ça. Alors, quels sont les projets qui vous animent en fait, au quotidien? On a commencé à travers la création d'un projet de circuit à Pointe-à-Pitre. Il faut savoir que moi, quand j'étais jeune, je détestais la ville de Pointe-à-Pitre. Ma mère n'avait pas de voiture. J'ai entendu ça justement dans une petite interview. C'était pas seulement une question de peur, c'était bien plus complexe que ça. C'est-à-dire que pour moi, Pointe-à-Pitre, elle était abandonnée, elle était sale, elle était bruyante. Enfin, en tant que femme, quand j'étais adolescente, s'il y a un endroit où j'entendais le plus de psy, où on harcelait le plus, c'était à Pointe-à-Pitre. Enfin bref, elle incarnait ce qu'il y avait de pire. Et quand je pensais à la Guadeloupe et à ses problèmes, je pensais à un espace qui cristallisait tous ces problèmes et c'était Pointe-à-Pitre. Alors, la blablateuse, c'est intéressant ce qu'elle dit parce que je suis sûre qu'il y a pas mal de personnes qui pensent comme ça. Peut-être que les mentalités évoluent puisque il y a eu un travail qui a été fait pour redorer un petit peu l'image même de notre ville, de Pointe-à-Pitre. Mais est-ce que selon toi, déjà, est-ce que tu avais, comme elle jadis, quand on était plus jeune, des PA la pointe, des a priori, voilà. Ah, carrément. Ah, ben oui, là, aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, figure-toi que, surtout de par le travail que je fais de consommer autrement, désormais, je retourne à Pointe-à-Pitre. Parce que, au final, le marché, la proximité aussi avec... C'est là où nous trouvons nos acteurs locaux qui ont qui vendent leurs produits ou qui, voilà. Et puis même, je pense que oui, effectivement, à l'adolescence, c'est vrai que on a tendance à tout exagérer un peu, tu vois. Donc bon, effectivement, quand on se balade à Pointe-à-Pitre entre filles, on marche en groupe, on regarde pas à droite, à gauche, on file et tout, on va faire les magasins et on part. Mais tandis que là, maintenant, bon, c'est différent. C'est sûr qu'on va pas dire non plus que Pointe-à-Pitre, c'est le monde des bisounours, on va pas se leurrer. Hein. Il y a quand même certaines... choses, réalité un peu néfaste, si on peut dire. Difficile, mais sinon, à part ça, franchement, moi maintenant, j'apprécie, oui, je me balade à Pointe-à-Pitre. Et puis surtout qu'en plus, il y a souvent des animations, il y a de la vie, beaucoup de vie culturelle, des super bâtiments. Et d'ailleurs, je me dis souvent en marchant Pointe-à-Pitre ou même en circulant, il y a plein de bâtiments et tout qui sont pas occupés ou des logements qui attendent des acquéreurs ou des loueurs, etc. Et les gens ne veulent pas parce que justement, ils ont ces a priori sur Pointe-à-Pitre. Mais c'est dommage parce que franchement, il y a de super bâtisses. Quand on regarde, tu sais, les appartements avec toutes les terrasses autour, la grande terrasse autour et tout, c'est magnifique ça. Franchement, là, on préfère aller se parquer dans des résidences avec une toute petite terrasse, machin, alors que là, tu peux avoir un grand truc, même si oculé. Je devrais bien vivre sur Pointe-à-Pitre. Ouais, je réfléchis à la question, effectivement. Alors, Aloha, pourquoi avoir eu cette envie? Tu parles de ton enfance, de cette image de Pointe-à-Pitre que tu as, et pourquoi tu te dis, mais
j'ai quand même envie de faire les choses autrement. Parce que j'ai rencontré des Pointois et des Pointoises. Voilà. Et ça a changé mon regard. Pointe. Exactement. C'est-à-dire que donc je suis revenue de mes études. Et déjà, mon regard avait évolué entre-temps. Donc, je prenais un peu plus de plaisir parce que je prenais conscience d'à quel point on avait une richesse. Et puis, j'ai rencontré des Pointois et Pointoises, et particulièrement des aînés. Et ils avaient des pépites dans leurs yeux quand ils parlaient de la ville de Pointe-à-Pitre. Et quand tu es obligé de te dire, mais je rate quelque chose. Pourquoi eux, ils ont ces pépites dans leurs yeux et moi, derrière, je suis en mode stéréotype, etc. Et du coup, en parlant avec eux, je comprends les enjeux. Je comprends aussi qu'ils ont une vision. Ils ne sont pas non plus idéalistes autour de la ville. Ils ne sont pas toujours en train de dire, etc., que c'est parfait. Mais ils expliquent pourquoi c'est comme ça à l'heure actuelle. Et en fait, je réalisais à quel point on ne les écoutait pas. C'est-à-dire que, à vrai dire, aujourd'hui en Guadeloupe, il y a des articles de journaux qui sont sortis dernièrement où on dit l'île est vieillissante. Il y a trop de, on a un problème en Guadeloupe, il y a trop de personnes âgées, etc. Mais en fait, le problème, c'est pas qu'il y a trop de problèmes de personnes âgées, c'est qu'il n'y a pas assez de jeunes. Et que comment on a une vision un peu très productiviste des aînés. Dès lors qu'ils sont à la retraite, ils ne sont plus utiles à la société, ils sont un poids. Et en fait, c'est totalement faux. Peut-être qu'ils peuvent être utiles différemment. Peut-être en les écoutant pour ne pas reproduire déjà les erreurs qu'ils ont pu reproduire dans leur passé. Ou pour, au contraire, écouter et voir qu'on fait des choses. Là, par exemple, pour recueillir de l'eau. Tout le monde veut acheter des trucs pour recueillir de l'eau. Mais quand tu écoutes les aînés, moi j'ai une de nos témoins, Max, elle me dit, mais franchement, qu'elle trouvait ça hallucinant, alors qu'il suffirait d'aller parler à une personne âgée pour savoir, mais pourquoi vous n'avez pas ça dans votre jardin ? Recueillir de l'eau pour son jardin, ça paraît tellement la base. Logique, mais on attend des rapports de scientifiques pour pouvoir dire ça c'est bien, alors que les aînés ils disent des choses qui sont bien en fait, et qui faisaient qui déjà, sont justes et qui faisaient avec déjà l'expérience. Exactement, donc c'est important en fait de les écouter, c'est important de les valoriser. Et avec ma collaboratrice, on a décidé en fait d'entamer une récolte de témoignages, c'est-à-dire qu'on allait à la rencontre. Et pas les aînés, un peu les stars. On connaît déjà grands politiciens, grands journalistes, grands sportifs, parce que déjà, ce sont souvent des hommes. Et puis deuxièmement, parce qu'en fait, la légitimité pour parler de sa ville ne rentre pas en relation avec son statut social. Merci. Dès lors qu'on a vécu dans un endroit, on a une légitimité à parler parce que l'expérience suffit à avoir un regard. Son récit, son histoire, son vécu, tout à fait. C'est ça. D'accord. Okay. Et donc, alors, comment ça a été accueilli, cette initiative? Est-ce que c'est ouvert pour de bar? Vous dites, vini, petite à maman, nous gagnons histoire là? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une certaine méfiance, ça, les grands mondes, la jeunesse qui vient comme ça, mais parfois, il y a une petite méfiance. Comment ça a été accueilli, ta démarche? Il y a quand même une petite méfiance parce que là, justement, par rapport à la cible, par rapport au fait que ce ne sont pas des personnes qui sont habituées à avoir une certaine reconnaissance, il y avait un mais pourquoi vous venez me parler à moi? C'est ça. Donc, au début, fallait créer une confiance, c'est-à-dire qu'avant avant d'aller vers la personne et de parler avec la personne pendant 3 heures, il faut la rencontrer plusieurs fois dans la rue, il faut parler, il faut échanger, il faut montrer qu'on est là, qu'on est présent et qu'en fait, on n'est pas là juste pour prendre quelque chose de toi sans te donner en échange. Mériter savoir. Exactement, il faut le mériter. Et donc, il y a un travail qui s'est fait et au fil du temps, après, la dame, elle est contente, alors elle va nous donner le contact de quelqu'un d'autre, elle va parler de nous. Et donc, c'est vraiment le bouche à oreille qui a participé. Exactement. Et donc, tout doucement, on a réussi à ce que, aujourd'hui, il y a vraiment une liste de personnes qui attendent pour parler, en fait. Parce qu'en vrai, on connaît, moi, les histoires de ma grand-mère. Je les connais un peu par cœur. On va être honnête. Souvent, elle raconte des choses et qu'au final, comme quand tu es avec quelqu'un que tu connais pas, tu peux t'étaler parce que la personne ne va pas te dire « Ah, mais je connais déjà. Ah, mais tu m'as déjà raconté ça. » Non. Ah, oui, là. Exactement. Donc là, il y a un vrai plaisir dans l'échange. À la personne, en général, on a des interviews qui durent 3 heures, 4 heures. Elle parle. Au début, elle reste un peu dans l'officiel parce que, comme on va parler de la ville de Pointe-à-Pitre, elle parle de trucs historiques, elle essaye d'être un peu... souvent, c'est un peu plus cadré, puis au bout d'1 heure, c'est bon. Elle se laisse aller, elle commence à raconter son enfance. Et là, il y a des pépites. Qu'est-ce qu'elle faisait à l'école, où elle allait, etc. Elle commence à vraiment s'étaler et c'est là que c'est intéressant. Et c'est là qu'en fait, à travers nos questions, on essaye de penser par quartier, penser, par rapport aux études, par rapport au sport, par rapport à l'économie, par rapport au magasin, tu allais où, tu faisais quoi? Donc, vous regroupez un peu les témoignages pour faire des thématiques, on peut dire ça comme ça? C'est ça. Et pour comprendre, en fait, les enjeux, les différents enjeux économiques, culturels et tout qu'il y avait dans la ville, à travers... social. Exactement, à travers les témoignages. Et en fait, à vrai dire, selon les personnes, on a aussi des discours différents. Déjà, souvent, les discours des femmes, ils portent pas trop sur la nuit.
D'accord. Parce que elles n'avaient pas le droit de sortir la sortir, nuit, très bien, ou bien elles ne veulent pas nous dire qu'elles sortaient la nuit. Parce qu'on peut se dire qu'après 80 ans, elles avoueraient aller dans des bals Grand Moon, mais non, il y en a qui conservent leur image alors Jusqu'à la fin. Ah ouais, totalement. Les hommes, ils n'ont aucun souci à nous parler de leur sortie, aller danser avec des femmes. Mais les femmes, quand on leur dit... Mais si elles dansaient avec des femmes. Bizarrement, on se pose là. C'est qu'elles étaient là aussi. Mais oui, elles étaient là. Mais elles conservent, elles veulent conserver. Et puis je comprends. Ça fait partie du jeu. Et puis j'aime bien le fait qu'elles jouent un peu avec nous. Tu vois, elles nous disent pas tout, elles gardent un peu, elles nous font un petit clin d'œil et on sait. Alors, combien de témoignages vous avez recensés à peu près? Alors, on a des témoignages informels, de manière informelle et informelle, une vingtaine. Une vingtaine? Après, filmés, on en a 8. Ok, très bien. Tout ce travail, après, comment vous allez compiler ça? Comment vous allez le présenter? Ça va servir de base pour quel projet? Je sens qu'il y a des choses... Ah oui, forcément. Je sens qu'il y a des choses mais totalement. Déjà, on filme tous nos entretiens. Donc, l'objectif, c'est quand même qu'à terme, on va lancer une plateforme et les entretiens soient disponibles dans leur entièreté sur notre site internet. Donc, après, il y aura quelques montages. On ne va pas mettre 4 heures de film, mais quelques montages. Mais surtout, en fait, on s'est dit à un moment donné, c'est bien de récolter des témoignages, c'est bien de faire des études sociologiques, de comprendre, mais il faut aller dans le concret, il faut aller sur le terrain. Comment se réapproprier, en fait, la ville de Pointe-à-Pitre? Qu'il fallait créer un circuit en faisant le tour de Pointe-à-Pitre, en racontant ces témoignages. Super. Donc, on a créé, en fait, on ne remplace pas le rôle d'un guide conférencier. On n'est pas guide conférencière, on ne parle pas d'histoire avec un grand H, même s'il y a quand même des points historiques obligatoires. Mais on est là pour animer, en fait, un circuit, un tour touristique, mais pour les touristes, mais pour les touristes locaux aussi. Et dans lequel on partage ces témoignages. Donc, on part, par exemple, du marché aux épices, et c'est le témoignage d'une marchande du marché aux épices qui s'appelait Marché Saint-Antoine auparavant, et qui nous raconte, en fait, son expérience du marché. Et à chaque fois, en fait, tout le long, soit on parle des enjeux, soit on parle des quartiers en fonction des témoignages. En fonction des témoignages. Alors, comment on écoute les témoignages? Est-ce que c'est en fonction audio? Parce que je sais que de plus en plus de tours, de circuits s'adaptent un peu à la nouvelle technologie. On peut voir, on peut entendre des témoignages, c'est auditif. Alors, comment on écoute ces témoignages? Est-ce que c'est une personne qui a contré ça? Parce que je sais qu'on a des talents de conteurs en Guadeloupe. Ou alors, est-ce que c'est de l'audio? Comment ça s'articule autour de ce circuit? Eh bien, c'est nous. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plein de manières un peu modernes de penser les circuits, mais nous, on a voulu garder ce lien concret. Parce qu'à vrai dire, quand on est dans la ville de Pointe-à-Pitre, pour moi, c'est important que quand je suis en train de parler, par exemple, puisque on est deux à faire le guidage, mais je suis celle qui guide le plus. Et donc, quand on fait le guidage, à des moments, il y a des personnes qui vont venir parler, par exemple. Je suis en train de parler du marché de la Darse. Une personne de Pointe-à-Pitre va donner son expérience du marché de la Darse. Et si on est dans des audios, si on est dans quelque chose de différent, peut-être qu'on n'a pas accès à ça. Et comme nous, on est vraiment dans cette base de création de liens, pour nous, c'est important d'être en direct, d'être présent. Cela dit, cependant, c'est aussi, je sais qu'il y a d'autres entreprises qui font aussi avec des audios, et je pense que c'est bien qu'il y ait plusieurs dispositifs qui se complètent. Nous, on est dans cet ancrage-là, c'est vraiment une logique associative, c'est vraiment pour nous-mêmes aussi l'objectif. Donc, pour nous-mêmes, échangeons entre nous, soyons présents réellement. Surtout quand on est dans un rapport piéton, c'est vraiment prendre le temps de parler, prendre le temps d'écouter, prendre le temps de marcher, d'éprouver des fois un peu le soleil, d'éprouver, de réaliser qu'il y a un pied de pomme cannelle juste à côté, là. Exactement, mais les sensations, réveiller aussi les sensations. Exactement. Pointe-à-Pitre a des odeurs aussi, c'est ça. On parle souvent des mauvaises odeurs, mais il y a vraiment des odeurs d'épices, je tiens à défendre un peu, parce qu'il y a tendance des aînés à dire, ouais, mais à l'époque, Pointe-à-Pitre ne sentait pas. Pointe-à-Pitre, au XVIIe siècle, on l'appelait la Petite Venise. Pourquoi? Parce qu'il y avait des canaux. Et comment ça s'appelait? Selon nos témoins, ça s'appelait Tikaka. Donc, les odeurs, Pointe-à-Pitre, quand même, c'est basé sur une histoire odorante. J'aime bien basé sur une histoire odorante. Oui, c'est pas étonnant. Après, il y avait évidemment il n'y avait pas les mêmes problématiques. Ça ne veut pas dire que tous les quartiers sentaient mauvais, mais la question de l'odeur, de cette prégnance. Mais pour moi, ça fait partie de ce côté de Pointe-à-Pitre, une ville dramatique. Pointe-à-Pitre, c'est une ville présente. Elle est là et on la ressent, en fait, de manière sensorielle, que ce soit à travers le son, à travers les odeurs, visuellement, le bruit. Tout est là.
Tu peux pas faire abstraction de la ville, et c'est pour ça que des fois on peut la détester comme je l'ai détestée, parce qu'effectivement elle est dure à comprendre. Faut y aller derrière, faut pousser en fait la résistance de la ville de Pointe-à-Pitre. Ah, c'est bien dit, ça donne envie tout de suite. Vraiment. Ça donne envie de participer à ce guidage. Alors, on le rappelle, nous sommes en direct télé, en direct Facebook. Bienvenue à ceux qui rejoignent le Facebook et également la télé. On dit bonsoir à Missy Coco, on dit bonsoir à Rafaela Mouniman. Missy Coco qui nous dit Aloha, est-ce que vous êtes hawaïenne? Absolument pas. Absolument pas. La Guadeloupéenne, ma mère, elle a vu une image un jour avec écrit Aloha et Thaïs. Elle a décidé que ses enfants s'appelleront Aloha et Thaïs. Et effectivement, moi et mon frère et moi, s'appelons Aloha et Thaïs. Et puis après, j'ai une petite sœur entre-temps, mais qui n'a pas un nom tahitien, qui a notre prénom, mais voilà. Bon, voilà, donc pas du tout. Elle a répondu. Ici, Coco qui nous dit très beau projet. Marie-André Cavaillon, bonsoir, qui nous envoie le bonsoir. Et Missy Coco qui nous dit, voilà, j'avais tout à fait envie de le dire. Elle a dit, elle est passionnée et ça donne envie. On va revenir sur le projet dans un petit moment. On passe du côté de notre rubrique Coudier. Restez avec nous. C'est parti pour notre rubrique Coudier. Aujourd'hui, la blablateuse nous a préparé un super COQ. Oui. On peut appeler ça comme ça puisque nous partons toujours dans la Caraïbe. Avec Coudier, c'est une rubrique qui nous émerveille parce qu'on part toujours découvrir des événements, des projets qui ont lieu dans la Caraïbe et qui ont pour but de nous inspirer, pourquoi pas, de nous faire découvrir des choses différentes. On part découvrir Haïti, Jamaïque et on va dire le monde. Et le monde. Oui, parce que... Voilà. Vous allez comprendre, vous allez tout comprendre. De toute façon, là, j'ai tenu à faire un petit medley. Donc, à parler de plusieurs événements qui se sont déroulés ce mois-ci. Parce que, déjà, j'étais pas là. Mardi dernier, que du coup, je reviens et je tiens à mettre l'accent dessus. Mais en plus, parce que vous verrez que ces événements-là ont un fil conducteur. Mais ça, vous le verrez à la fin. Donc, du coup, là, déjà, pour le premier événement, nous, quand même, manger soupe. Parce que nous aimons ça. Nous aimons ça. Et justement... Il n'y a pas n'importe qui soupe. Comment? Pas n'importe qui soupe. Pas n'importe qui soupe. Parce que là, cette soupe-là, elle a eu la reconnaissance internationale vu qu'il s'agit de la soupe Joumou, qui est donc la soupe, un plat traditionnel haïtien. Et du coup, depuis le 16 décembre 2021, elle est désormais inscrite, s'il te plaît, au patrimoine immatériel donc international de l'humanité de l'UNESCO. Voilà. Donc maintenant, voilà. Donc elle appartient bien entendu toujours au patrimoine haïtien, bien sûr, mais désormais, elle est ancrée dans le patrimoine international depuis cette reconnaissance. Et cette soupe-là a une histoire que j'ai adoré. Parce que du coup, elle est liée à l'événement qui se déroule tous les 1er janvier, donc qui est la célébration de la libération d'Haïti. Donc du coup, le premier jour de la naissance de cette république noire, de cette première république noire. Donc tous les 1er janvier, les Haïtiens célèbrent ce moment important. Et du coup, c'est ce jour-là que cette soupe a été démocratisée à tous, parce qu'avant, les esclaves, donc, ils cultivaient les légumes, etc., bien sûr, etc., ils étaient dans les champs et tout, et ils n'avaient pas le droit de manger la soupe, justement, Joumou, qu'ils préparaient pour les maîtres. Et donc, à partir du 1er janvier 1804... manger soupe. Attends, à pas yo qui décidé, on doit ceci à Marie-Claire Heureuse Félicité, qui a été l'épouse du premier dirigeant haïtien, le leader de la lutte, donc Jean-Jacques Dessalines, qui a décidé que désormais, cette soupe sera mangée par tous et qu'il n'y aura pas d'histoire de juste une partie de la population qui pourra la manger. Cette soupe sera mangée par tous. Donc maintenant, elle est devenue un peu, quand on mange la soupe en Haïti maintenant, c'est comme si on crie victoire face à l'oppression. On est content parce qu'on se dit voilà, désormais je peux la manger moi aussi, je l'ai préparée, j'ai pris le temps de mettre de l'amour dedans et tout ça pour les autres avant, et maintenant je mets de l'amour et tout pour ma famille, pour moi, et voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est ça également dit. Vanille qui giromon. Voilà, c'est ça également dit. Le giromon est bien sur la base, mais c'est un mélange de viande, de pâte,
Donc, c'est une soupe très riche. Hein. Elle est gourmande, la soupe. Mélange de pâtes, viande et légumes. Donc, après, bien sûr, un peu comme ici, on parle de cette base, hein, mais chaque monde a fait ailleurs. Hein. Alors là, après, on rajoute les épices qu'on veut. On fait nos petits mix, pardon. Et j'ai même vu qu'en Guadeloupe, on commence à la proposer. Alors, je ne sais pas si c'est dû à, justement, la consécration de l'UNESCO. Mais depuis quelque temps, je vois apparaître la soupe joubou sur les cartes, notamment des professionnels de la soupe. Mais alors, tu vois la soupe joubou apparaître chez les restaurateurs haïtiens ou non, pas forcément. Guadeloupéen. Ça commence. Okay. Ça commence et tout. Okay. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport à ce clin d'œil, à ce flash qu'il y a eu dessus. Mais en tout cas, de plus en plus. Donc, moi-même, ça me donne... Est-ce que j'apprends à tester et goûter? Pas encore. Mais je vais la tester parce que c'est une soupe, justement, qui est bien gros corps, comme j'aime. Parce que j'aime pas les soupes qui sont trop liquides, qui sont trop... Non, je veux une soupe où je sens que je mange en même temps, je bois en même temps, je sais pas ce que je fais. Je veux une soupe où il y a plein de choses dedans. Et là, ça promet, puisque la viande, les pâtes, Donc, voilà. Donc, oui, je vais souvent la tester. Peut-être commencer par un professionnel qui l'a préparé. Et après, pourquoi pas, je ferai la recette. Ouais, moi, je pense que c'est encore mieux. Moi, j'aime bien déguster. Lorsque c'est une tradition, par exemple, Haïti, j'aurais du mal... Je ne sais pas qu'à penser, hein. Manquer ni du mal à aller dans un restaurant guadeloupéen pour demander. Voilà. Non. Surtout... Si c'est la première fois que je déguste, j'ai envie de connaître la soupe traditionnelle. Par un haïtien. Voilà. Alors d'ailleurs, si vous avez déjà goûté la soupe joumou, je crois qu'on dit même joumou. Ouais. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà testé. Alors Laurent qui nous dit un bon bébé. Mais c'est tout comme. C'est tout comme. Et c'est là où encore on voit notre lien entre la Caraïbe avec toutes ces coutumes, etc. Et puis même sur le plan de la gastronomie, on trouve souvent les mêmes ingrédients, les mêmes façons de cuisiner, exactement. etc. Exactement. Okay, super. Donc voilà, le petit clin d'œil sous cette soupe, je tenais à le faire parce qu'elle m'a donné bien envie de la goûter. Et puis on est fiers aussi, hein, Haïti. Voilà. On commence de plus en plus partie du patrimoine culturel et qui a été reconnu. Exactement, reconnu enfin, après tant d'années finalement. Alors, bon, je ne sais pas. J'aurais bien aimé avoir justement l'avis aussi de la population haïtienne. Qu'est-ce qu'elle pense de ça? Est-ce qu'une reconnaissance de l'UNESCO, est-ce que ça va faire au plaisir? Ou est-ce qu'il y a du bon nous pas attendre là, c'est un autre débat. Déguster. Non, mais eux, ils attendaient rien. C'est comme nous et le gros cas. C'est comme nous et le gros cas. On n'attendait pas sur l'UNESCO. Mais ça a été controversé. Il y a des personnes qui étaient très contentes, d'autres monde qui pas contents, d'autres monde qui a dit ni tant, d'autres monde qui... Voilà, donc ce sont des sujets qui peuvent être délicats, sensibles. Je pense que la controverse est différente entre Haïti et la Guadeloupe parce que le sentiment par rapport au gros cas, c'était que c'était recensé comme français, patrimoine. C'est ça, donc il y avait un peu le sentiment de violence, alors qu'Haïti, il y a ce sentiment, ça reste à nous. Ça reste à nous. Après, concernant la controverse, il y a des pour et des contre. Toujours, il y aura toujours. Honnêtement, je comprends. Mais ce n'est pas les mêmes enjeux. C'est pas les mêmes enjeux. Il y en aura toujours. On est d'accord avec ça. Aloha. Missy Coco qui nous dit cette soupe est très bonne et très nourrissante. On sent qu'elle a goûté. Elle a goûté. Elle a dû la faire. Mais voilà. Donc, je vous invite désormais, quand vous verrez ça, vous penserez peut-être à ce petit clin d'œil dessus. Et je vous invite à la goûter. Voilà. Sans modération, c'est bon pour nous. Donc, du coup, maintenant, on va partir en Jamaïque parce que il y a eu un événement qui s'est déroulé le 6 janvier. Et durant cette journée, cette fameuse journée, on célèbre les descendants d'esclaves. Voilà. Et les rebelles, précisément, les marrons, comme ils disent. Donc, nous, on a dit marronnage. Hein. Mais eux, voilà. Donc, ils ont un festival carrément qui est dédié à, du coup, cette célébration qui se nomme le Accompong Maroon Festival. Donc, tous les 6 janvier. Pourquoi cette date? Parce que c'est la date de naissance d'un guerrier maroun qui s'appelait Cudjo et qui a signé le traité de paix avec les colons britanniques en 1938. Donc, c'est parti de là. Donc, c'est un hommage à cette grande figure de la lutte, de la rébellion. Et du coup, ce festival, en fait, il se déroule, vous pouvez voir sur les images, il se déroule dans un village de Sainte-Élisabeth où justement les marrons ont décidé de vivre après avoir signé ce fameux traité.
Donc, leurs descendants sont toujours là-bas, etc. Donc, on peut même discuter avec eux et tout. Et ils se sont installés là-bas. Et là, maintenant, du coup, ce festival a lieu là. Et la région a été nommée Accompong par un des leaders, d'ailleurs, Mahon, qui a décidé de donner ce nom à cette région. Et c'est pour ça que le festival s'appelle ainsi. Durant cette journée-là, on trouve des stands, des animations culturelles, donc danse. Là, vous voyez, hein, sur l'image, on a même de la percussion. Donc, toujours dans la Caraïbe. De toute façon, on ne peut pas faire abstraction de ça. Nous avons ce lien, voilà, culturel. Tu trouves des tambours dans toute la Caraïbe. Vraiment. Donc, voilà. Donc, il y a ça. Et de la danse, etc. Et tout le monde se réunit autour d'un plat. Donc, c'est du porc rôti. On s'assied, on mange tous le porc rôti ensemble. Et on déguste et tout ça. Donc, c'est vrai. Et autour de ça, pendant ce repas, surtout et tout, et puis même pendant la journée, il y a aussi des conteurs qui viennent raconter un peu comment ça se passait à l'époque, comment, du coup, la rébellion était vraiment ancrée à Accompong et tout. Le lien intergénérationnel. Voilà, justement. Donc, ça peut... voilà, de beaux témoignages. Et du coup, donc, les gens sont là, on partage une belle journée. Donc, ce sont vraiment des activités qui sont autour de la vie de ces héros, hein, finalement, et on les rend hommage et tout. Donc, j'ai trouvé ça bien d'en parler parce qu'on ne voit pas forcément la Jamaïque sous cet œil-là. Surtout quand on parle de festival jamaïcain, c'est sûr qu'on ne pense pas trop à celui-là. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié de découvrir, parce que même moi, ça m'a donné envie d'aller manger mon porc rôti avec eux, m'asseoir, danser, leur tambour, voir comment ça se passe. Donc, du coup, j'espère que vous aurez peut-être l'occasion, si vous êtes de passage en Jamaïque et tout, d'y aller et de pouvoir profiter des festivités avec eux. Voilà. Super. Donc, du coup, on est sur ce deuxième événement. Et le troisième, donc c'était pas plus tard qu'hier. Oui. Je pense que tu sais déjà de quoi je vais parler, bien normalement. Sûr. Donc, le 17 janvier 2022, c'est le jour férié consacré à Martin Luther King. C'est la journée de Martin Luther King. Donc, du coup, Luther King Day. Voilà, Martin Luther King Day, qui a lieu tous les 3e lundis du mois de janvier. Pourquoi? Parce que cette icône de la lutte des droits civiques est née un 15 janvier. Donc, généralement, c'est toujours aux alentours de ce jour-là, voilà, de cet anniversaire. Et cette journée est vraiment un hommage. Parce qu'il faut savoir qu'après son assassinat, donc le 4 avril 68, il y a eu un sénateur, Harry Wofford, donc sénateur de la Pennsylvanie, et puis un membre du Congrès, John Lewis, qui ont décidé de militer vraiment en faveur d'un décret pour avoir une journée en son honneur qui soit fériée aux États-Unis et sur ses territoires. Donc, du coup, c'est une journée de commémoration où pendant ce lundi, voilà, il y a des manifestations pour l'appel à justice sociale et l'égalité sociale et raciale, surtout. Donc, du coup, ces manifestations se déroulent aux 4 coins des États-Unis et également dans la Caraïbe, parce que, bien sûr, on retrouve, par rapport à l'héritage qu'il y a eu, ce jour est déclaré férié, par exemple, à Porto Rico, il est férié aussi. Donc, là, hier, c'était férié, voilà, ils ont célébré Martin Luther King, etc. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai mis l'accent dessus. Parce que c'est vraiment déclaré en l'honneur d'un leader un jour férié, surtout un leader noir. J'ai trouvé le symbole, j'ai trouvé ça fort, j'ai trouvé ça très fort et puissant même. Et du coup, j'aurais une pensée désormais pour ce grand homme en janvier par rapport à cette journée. Voilà, que nous, ici, on ne la célèbre pas parce que voilà, c'est pas notre histoire. Mais du coup, aux États-Unis et tout, j'aurais aimé assister un jour, si j'ai l'occasion de voyager là-bas, en janvier, peut-être que j'assisterai à cette journée. Une manifestation. Voilà, j'aurais bien aimé. Donc voilà pourquoi ces 3 événements, finalement, j'espère que vous avez vu le lien qu'il y avait entre eux. Et donc, du coup, pour la prochaine chronique, je ne sais pas où on va partir, mais ce sera sûrement encore sur de belles destinations, de beaux événements. Voilà. En tout cas, on adore ça. Merci beaucoup, la blablateuse. Alors, il y a Pierre-Noël Thérèse qui nous dit bonsoir. Si vraiment vous avez envie de connaître l'histoire de la soupe, je me ferai un réel plaisir de vous la raconter ainsi que de la préparer. C'est pas vrai. Alors là, on veut ça. Appeler. Ah non, Pierre-Noël, il faut nous amener de la soupe. On jamais numéro de téléphone. Mais oui. Jamais tout bitin. Donc on veut de la soupe. Du Pierre-Noël, je veux de la soupe.
Oui, je veux de la soupe. On ne sait pas si elle est en Guadeloupe. Mais en tout cas, Pierre-Noël, tu nous appelles au 0510 96 10 10 et on veut au moins écouter ton témoignage, ton histoire par rapport à cette soupe. On repart du côté d'Aloha. Elle est déjà au téléphone, c'est ça? Non, pas encore. Alors, on repart du côté d'Aloha. Alors, Aloha, comment as-tu trouvé cette petite rubrique? Quel est on va dire, le sujet qui t'a le plus intéressé? Moi, j'ai trouvé super intéressante, honnêtement. Hier, j'ai passé ma soirée, avant-hier plutôt, ma soirée à lire des articles autour de Martin Luther King par rapport à cette journée. Et c'était d'autant plus intéressant que c'est l'occasion de comprendre que souvent, dans la manière dont on parle de Martin Luther King, c'est l'homme de la paix, etc. Alors qu'il avait des idées extrêmement radicales et qu'il avait des postures très radicales et qu'il y a une forme d'appropriation qui lisse un peu ce qu'il a fait en mode oui, I have a dream, alors qu'en fait, il y a des discours bien plus complexifiés. Et ce gars, et pas que ce gars, les gens qui étaient aussi autour de lui, parce que Martin Luther King, c'était cet héros parce qu'il y avait une communauté, parce qu'il y avait une grosse communauté. Exactement. Et on a tendance à un peu oublier. Non, c'était pas que lui. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis ça, Loa, parce que souvent, moi, je trouve qu'on lisse les histoires. Alors, peut-être que c'est con, Yokadio, au téléphone arabe, ou téléphone arabe ou autre. Peut-être qu'au fil des années, Non, je ne crois pas, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est volontaire. Oui. C'est très volontaire et ils préfèrent du coup amener ce côté, comme tu disais, lisse et tout, pour ne pas réveiller d'autres peut-être ferveurs ou autres. Tu comprends? Exactement. Il vaut mieux, voilà, on parle de la paix, c'est mieux. En tout cas, Martin Luther King Day, c'est une journée en tout cas que tu as découverte cette année ou que tu connaissais déjà? Je la connaissais déjà, mais c'est souvent l'occasion de relire. Il y a pas mal d'articles qui sortent à ce moment-là, il y a pas mal de choses et c'est l'occasion aussi de complexifier son regard sur ce personnage et sur cette histoire. Parce que moi, je trouve qu'elle rentre pas mal en relation avec nos histoires, comment on pense nos leaders, comment on sacralise, comment les histoires ont été effacées, on oublie pas mal de... Parce qu'on pense esclavage à chaque fois, c'est lointain, mais on oublie tous les enjeux de la colonisation, on oublie même les attentats des années 80, on oublie tout. Et c'est un peu les mêmes processus qui sont en cours, donc c'est toujours intéressant de comprendre les histoires ailleurs pour comprendre nos histoires. Et on refuse même d'en parler, surtout ici, va chercher les membres du Gong, ils se cachent, moi je te le dis. Ah ben c'est l'esprit en tout cas avec Koudzié, c'est de partir voir ailleurs et de s'en inspirer, d'apprendre, de connaître, etc., etc. Donc on espère toujours que cette petite rubrique vous plaît. Nous qu'à attendre Pierre-Noël, Thérèse, toujours. Madame, alors on était justement sur cette belle association Ilia, qui a dédié un lieu aussi où vous vous réunissez, c'est Ilia Case. Alors avant ça j'aimerais dire une petite anecdote parce que ça parle un peu de comment on parle mal de notre peuple. Ah là là. Non, mais parce que ma collaboratrice, elle a eu cette merveilleuse idée de fonctionner autour du circuit, autour du prix libre, c'est-à-dire que les gens laissent le montant qu'ils veulent. Et moi, franchement, quand elle me dit ça... Laissent le montant qu'ils veulent, lorsqu'ils font le COQ. Voilà, à la fin, un peu exactement. Pour que tout le monde puisse comprendre. C'est donc, ça. le COQ se passe, et à la fin... Le prix libre, ça veut dire que vous pouvez laisser en fait ça ouvert et surtout ça oupé, mais ça aussi ou peut-être vous pouvez sentir que savoir là, ça yo ba là, ça a mérité aussi. Exactement. On oublie cette partie là aussi, mais c'est ça. Exactement. Et moi quand elle m'a dit ça, je me suis dit non mais les Guadeloupéens ils vont pas laisser beaucoup, ils sont pas on connaît, c'est les touristes qui laissent. Voilà, ils vont aimer, ils vont rien laisser ils vont profiter. Et en fait, c'est l'occasion de voir que c'est les Guadeloupéens qui laissent le plus. Merci beaucoup plus que les touristes hexagonaux. Ils sont reconnaissants. Est-ce que tu peux dire ça? Parce qu'on parle quand même de... C'est ça la solidarité. Exactement. Non, mais on parle d'un préjugé un peu, on est radin, on laisse pas, on s'entraide pas. Il y a souvent pas mal de choses. Et j'étais actrice de ça puisque je pensais qu'ils n'allaient pas laisser parce que j'étais serveuse. Et moi-même, tu avais des préjugés. J'avais des préjugés et en fait, ça a totalement défait mes préjugés. C'est important de parler de ça parce que à chaque fois que je le dis, c'est les Guadeloupéens qui laissent en fait. Et c'est bien parce qu'il y a aussi une conscientisation derrière. Une mère qui a 3 enfants qui vient dans notre visite, elle va pas pouvoir laisser pour tous ses enfants la même somme et donc ce sera pas le même montant qu'une personne qui a pas le même salaire et qui va laisser bien plus et ça va équilibrer. Et je pense que c'est important de penser aussi de manière collaborative en fonction des moyens qu'on a. On parle de l'ESS, on est en plein dedans. Exactement. C'est ça que j'allais dire, c'est lié à votre c'est ça. Donc voilà, c'était mon petit point coup de cœur et autour des Merci de l'avoir dit, ça fait plaisir. Le petit point coup de cœur, Exactement. Finalement, nous pas en paix brade. Nous sommes un peuple qui est généreux. D'ailleurs, il y a toujours qu'à faire appel à nous, là, on bite qu'à faire dans la Caraïbe, etc. On fait appel à nous. Nous sommes un peuple généreux. Totalement. Et j'adore ça. Totalement. Donc, point à pitre. Intéressant. Donc, avant...
Iliakaz. Voilà, donc on fait tout ça, on fait ce circuit, puis crise sanitaire. Remise en question totale, puisque en soi, on a la chance et qu'on ne dépendait pas des touristes hexagonaux, donc on peut continuer les circuits avec les locaux, et en final, ça ne nous dérange pas tant que ça d'avoir des locaux. Cependant, on réalise à quel point là, la crise, elle est d'autant plus forte. Et nous-mêmes, de par notre expérience, on a vu comment on a pu galérer au niveau des institutions. On est 2 jeunes femmes, monter une association, etc. C'est la galère. Et on se dit qu'il est temps, en fait, de faire un changement d'échelle, de créer, en fait, un espace. Et nous, à chaque fois, on n'a jamais voulu un bureau pour nous. C'est-à-dire que on pensait vraiment qu'il fallait penser réseau. Et en plus, ayant travaillé pas mal sur Chemin Neuf, Raspail, etc., on voulait s'inscrire dans ces quartiers. Donc, on a galéré, on a cherché. On a cherché longtemps un local. On a trouvé un local, donc la résidence Roger Bonbuc, et on a décidé d'ouvrir un tiers-lieu dans ce local qui s'appelle Iliakaz. Et l'idée, c'est de vraiment penser de multiples dispositifs au sein même de l'espace et que les gens se sentent comme chez eux au sein de cet espace. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve? Voilà, donc déjà, il y a un projet phare par rapport à notre expérience, qui est un incubateur pour les porteurs de projets autour de l'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est vraiment, OK, on sort souvent, quand on crée une entreprise, on est souvent très seul, ou bien on est poussé, parce que là, on a pu voir les chiffres dernièrement sur tout le monde crée des auto-entreprises, mais en fait, cette poussée de création d'auto-entreprises, d'entrepreneuriat participe à la précarité derrière, il faut payer des taxes, etc. Il y a plein de gens qui ne réussissent pas à avoir un SMIC avec ça, et qui sont très isolés. Et nous, on a décidé de créer ce lieu, justement, et de mettre en place un incubateur pour déjà qu'on se sente moins seul lorsqu'on crée une entreprise, et surtout pour être là pour accompagner. Accompagner, que ce soit à travers des ateliers collectifs, mais aussi à travers un accompagnement personnalisé, adapté à la personne. Et aux besoins. Et aux besoins. Et en pensant que souvent, ce sont les mêmes typologies de personnes qui viennent, donc des personnes qui ont fait des études, etc., et pas des personnes vulnérables, les personnes au RSA, les personnes au chômage, parce qu'il y a aussi un sentiment de culpabilité quand on est dans cette vulnérabilité, que c'est pas pour nous ça. Et donc, pourquoi s'inscrire dans ce quartier? C'est aussi pour avoir des pointois de ces quartiers qui sont souvent, pas toujours, mais souvent dans des postures de vulnérabilité, dès lors qu'ils sont dans ces quartiers-là, et de pouvoir les accompagner eux aussi. Parce qu'à vrai dire, ils le font déjà de manière informelle, pas de manière formelle, et c'est pas grave, hein, mais ils le font déjà, ils font déjà pas mal de choses, et de pouvoir un peu dire, OK, là, tu fais ta confiture de fruits de la passion, penser à un budget prévisionnel, parce que ton fruit de la passion, c'est pas le même prix toute l'année. Donc, comment on peut penser ton budget pour que ta confiture... Une sortie de, comme on dit, les jobs, le choquer, à parfois professionnaliser un petit peu les choses. Parfois, la limite, elle est vraiment fine. Hein. C'est ça. Et que ça soit à leur avantage. Hein. C'est-à-dire que penser, c'est pas pour se professionnaliser, pour que derrière, ils perdent plus d'argent et qu'ils reviennent au job et se disent, mais en fait, j'ai perdu. Non, on va penser la viabilité économique de tout ça. Super. Donc là, on a commencé, on est en période de pré-incubation, on a 10 porteurs de projets par rapport à notre jauge. On est content qu'on a commencé, exactement. Okay. Et alors, on accepte d'autres porteurs s'ils sont pointois. C'est notre critère. Donc, s'ils ne sont pas pointois, s'il y a des pointois qui nous entendent, pointoises et qui ont des projets et qui ont envie de créer une entreprise, ils peuvent venir. Qui ont envie d'être accompagnés, de rentrer dans une dynamique aussi de réseau, d'échange, on parle de liens, etc. Totalement. C'est là. Exactement. Et puis, au-delà de ça, dans ce lieu, donc, il y a cet incubateur qui a des projets phares, mais il y a aussi pas mal d'ateliers. Donc, par exemple, des ateliers... donc c'est des ateliers d'accompagnement pour les personnes au chômage. Même chose, les personnes au chômage, on a grave des stéréotypes. On peut se dire, mais t'es au chômage, tu vas passer ta vie à la plage, tu vas profiter. Alors que souvent, les personnes au chômage, j'ai été au chômage, tu te sens pas très bien, tu es chez toi, tu oses pas parce que les gens vont te juger. Si tu vas dehors, tu trouves pas, tu galères, tu vas envoyer 100 CV et puis pendant une semaine, ça va te déprimer de ne pas avoir de retour, etc. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un cercle de parole comme pour les alcooliques anonymes où ensemble, on va trouver des solutions, ensemble, on va parler, ensemble, on va essayer de se former. Exactement. Donc, des ateliers aussi d'écriture uniquement pour les femmes parce qu'on comprend, on est des femmes à Pointe-à-Pitre. Non, mais on est des femmes à Pointe-à-Pitre. Engagement féminine. Exactement. Oui. Tous nos projets sont quand même presque tous mixtes, honnêtement. Mais cet atelier d'écriture, parce que lorsque les femmes parlent, elles ne parlent pas de la même manière quand il y a des hommes autour que quand il n'y a pas d'hommes. Souvent, elles vont parler des sujets, elles ne vont pas oser parler de sujets parce que déjà,
On va pas se mentir, des fois les hommes prennent beaucoup de place, hein, et c'est bien, ils ont du charisme, voilà, c'est bien, mais du coup souvent quand il y a un homme, une femme va prendre moins de place, elle va pas oser raconter son histoire, et donc on met en place des ateliers d'écriture, et l'idée c'est pas qu'on n'a pas besoin d'être un grand écrivain, de savoir écrire un bon français, ou même de savoir écrire français. Tu viens écrire en créole, tu viens écrire en espagnol, tu viens écrire en anglais, ou tu viens raconter ton histoire. Tu veux pas écrire, tu veux pas, t'aimes pas le stylo, ben c'est pas grave. Tu viens ensemble à travers des petits ateliers, à travers des exercices, on va penser ça. On va mettre exactement, on va mettre en place des séances cinéma. Pour l'instant, avec la crise sanitaire. On peut pas encore. On attend. Parce qu'être assise pour regarder. Exactement. Il y aura des ateliers self-défense pour les femmes aussi. Ah, génial. Donc ça, c'est la même chose. Et même les enfants, ce serait bien aussi. C'est une bonne idée. Après, c'est pas les mêmes enjeux en termes oui, je comprends. D'assurance. Je veux dire, ça commence aussi. Exactement. Donc, il y a pas mal de petits ateliers comme ça, de projets. Qui arrivent également. Des ateliers aussi d'anglais professionnel parce que, à vrai dire, avec des prix vraiment abordables parce que on pense penser réseau Caraïbes, mais on ne sait pas parler anglais. Et c'est la barrière. Et ça crée des grandes barrières. Mais vraiment, quand on sait parler anglais, moi, je ne comprends rien anglais caribéen. Exactement, c'est ça. C'est vrai, des fois, je me dis, waouh! Parce qu'on a un anglais un peu lisse, on a appris d'une manière un peu lisse qui n'est pas de l'ordre de l'expérience. C'est les cours de France. Comment la France pense les cours d'anglais d'une manière qui n'est pas dynamique. Parce que les Anglais, les Espagnols, ils écrivent pas l'anglais, ils parlent pas l'anglais de la même manière, ils vont s'adapter. Nous, on a vraiment une façon un peu littérale. C'est vraiment la France élitiste, on va apprendre à écrire. Alors donc on écrit beaucoup mieux l'anglais qu'on ne le parle finalement. Clairement. Lorsqu'on fait le constat. Totalement. Donc penser réseau, du coup on a créé un atelier d'anglais, mais cette fois pour professionnels, c'est-à-dire avec un professeur certifié Cambridge qui accompagne à trouver les termes, le vocabulaire professionnel, etc. pour si tu veux créer ton entreprise et créer un réseau dans la Caraïbe ou ailleurs, hein, si tu as envie du Canada, etc. Si tu penses loin, pourquoi pas? Venir au sein de l'association. Et pour finir, on a mis en place des Ticosés. Là où c'est vraiment autour de thèmes divers. Donc, on a fait autour de la mémoire de Darboussier, autour de l'actualité. Là, la semaine prochaine, ce sera autour du bouillon. Discutons. Il y a pas mal de clichés autour du bouillon et ce serait bien d'en parler et tout. Donc, voilà. C'est un peu le tour de ce qu'on fait. Non, mais c'est super. Ils font beaucoup de choses, hein? Exactement. C'est une très belle association. Il y a Missy Kokou qui nous dit que chaque commune devrait avoir son propre incubateur. Je suis d'accord. Je pense que ce serait une très bonne idée. Et je pense que ce projet, c'est important d'en parler. Il ne serait pas là sans l'action d'autres personnes autour. C'est-à-dire que, par exemple, on compte beaucoup sur une association qui s'appelle l'ACD, qui est un Amical Club Darboussier, qui est le centre social et qui travaille dans ce quartier. Il y a pas mal d'associations et l'idée de parler en réseau, de créer un réseau, c'est important. C'est bête de penser créer son projet tout seul. Et de ne pas prendre en compte ce qu'il y a autour. Ça, c'est notre gros problème. Hein? L'existant. Et faire... sinon, on considère l'existant comme des concurrents, donc on ne veut pas en entendre parler ou on les rejette. Et puis des fois, la concurrence, elle est bénéfique. Elle te pousse à penser différemment et elle peut être complémentaire. On peut avoir les mêmes projets. Il y a d'autres personnes qui font des visites à Pointe-à-Pitre et c'est très bien. Il y a des projets, je crois qu'ils font The Factory, ils font des visites autour du street art. Il y a pas mal d'entreprises qui font des choses et c'est important de penser complémentarité. Nous, on fait quelque chose, eux, ils font quelque chose et ça participe à la réappropriation de l'espace de la ville de Pointe-à-Pitre. Et vu ce qui se passe aujourd'hui, c'est important. On en a besoin. Alors, les prochaines dates des visites? Alors, c'est tous les samedis. Donc, la prochaine date, c'est ce samedi. Il reste de la place. Alors, il faut réserver, je précise, parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent spontanément le samedi. Je peux entendre, mais comme on a une jauge avec les règles sanitaires et qu'on veut continuer, il faut réserver sur le 06 90 40 82 78. Alors, c'est le moment de noter. Zoka pour un papier, on passe à téléphone à Zot et vous notez. On va tout vous donner puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Les coordonnées, le lieu, les réseaux sociaux, etc. C'est à toi, Aloha. Voilà. Et donc, on va prendre le numéro de téléphone. 06 90 40 82 78. Très bien. Vous êtes situé où? Alors, le local est situé à rue Raspail, donc sur la résidence Roger Bambuc. À côté de l'épicerie. À côté de l'épicerie. Ah non, mais on le met parce que c'est le moyen de localiser. Et vous accueillez tous les jours? C'est un repère. Vous avez des techniquement, en ce moment, avec la crise sanitaire, il vaut mieux appeler pour essayer ou envoyer un message via Facebook, Instagram, pour prendre un rendez-vous parce qu'on ne peut pas accueillir de la même manière. C'est-à-dire qu'on accueille les pointois qui passent et tout, mais sinon, on sera trop nombreux. Et comment on veut rester ouvert? On préfère prendre des rendez-vous à l'heure actuelle. Si vous avez envie de discuter aussi, avoir un petit créneau. C'est très bien. Les réseaux sociaux? Donc, on est sur Facebook, sur Instagram aussi. On a un site internet www.ilia.com. Voilà, je pense qu'on a tout
dit, Missy Coco qui nous dit un Et bien grand dit. bravo Elle a très à bien cette dit. association. Beaucoup d'idées novatrices. Non, je suis d'accord. Merci. Laurent Thibault qui nous dit rouleau bail. Eh ben voilà, on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu as quelque chose, si vous avez rajouté un petit appel aux Guadeloupéens? Je pense qu'il y a un impératif militant là à revenir à Pointe-à-Pitre parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais dernièrement, on sait, il y a eu les incendies avec les barrages. On sait qu'il y a le sentiment d'insécurité, il y a eu les fusillades dans la rue Vatable, il y a les braquages, etc. Ça participe. Une fois, Pointe-à-Pitre. Exactement. Voilà, ça participe à cet enjeu de faut pas venir à Pointe-à-Pitre, on va se faire braquer, mais en fait, c'est en revenant, c'est en se réappropriant l'espace qu'on peut voir qu'il y a des choses déjà qui se font à Pointe-à-Pitre et c'est surtout comment on peut faire les choses ensemble. À un moment donné, il ne faut pas abandonner les lieux quand on commence à avoir peur, il faut venir. Oui, il faut affronter ses peurs. Il faut affronter, il faut comprendre pourquoi c'est comme ça aussi. Il faut comprendre les enjeux et quelle est l'histoire qui a mené à ce qu'il y ait autant de précarité, qu'il y ait autant de délinquance à Pointe-à-Pitre pour pouvoir régler ça et pourquoi il n'y a plus de mixité sociale à Pointe-à-Pitre. Donc c'est important. Aussi, et moi je pense que Aloha là, ah ouais Aloha. Mais il faut qu'elle revienne Aloha. Il faut qu'elle revienne Aloha parce qu'on adore. Nous voir, mais Aloha, j'ai adoré la sujet. dynamique, l'énergie. On sent que tu es une vraie passionnée. Totalement. Et voilà, et où vient en Guadeloupe pour vraiment mettre lumière. Et puis on sent qu'il y aura plein de choses qui vont se passer. Je suis sûre que votre association va encore faire plein de projets, donc il faudra venir en parler avec nous. Mais je pense aussi, on a pas mal d'idées, on est ambitieuse. Ah, on aime ça. On aime ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous souhaitez pour Aloha. En tout cas, Missy Coco qui nous dit merci pour une superbe émission. Merci encore de nous avoir suivis. Thaïs Célin qui nous dit... Est-ce que c'est pas le frère? Oui, c'est mon frère. Ah, voilà. Thaïs Célin qui nous dit génial, une émission de qualité. Merci Thaïs. Merci. Merci beaucoup Thaïs. Merci Yanni RBT qui nous dit magnifique ce que vous faites. Réinventez là, tu vois. Il faut que tu reviennes. On demande. Avec plaisir. En tout cas, c'était vraiment agréable. Passer un excellent moment. C'est vrai? Ouais. Ce serait avec plaisir. Merci beaucoup Aloha, ce sera avec. Mais justement, avant qu'on se quitte, on va quand même inciter les gens à venir avec nous. Comme Aloha, faites comme Aloha. Juste un dernier mot avant qu'on se quitte. Donc, si vous avez, si vous voulez participer à l'émission comme Aloha, venir parler de votre projet et faire découvrir aux personnes tout ce que vous faites. Les associations, porteurs de projets, les événements, on le rappelle. Vous êtes les bienvenus avec nous. Donc, du coup, pour cela, il suffit de nous contacter, de préférence par mail. Voilà. Donc, l'adresse, c'est sdf.queenvie@gmail.com. On va mettre également sur le chat. Voilà. Okay, donc, n'hésitez surtout pas. On vous offre cet espace médiatique, Canal Discount, s'ouvrez les autres. Alors, si vous êtes porteur de projet, Zoni Projet, Zoka mettre en place événements, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail, Zoka criez-nous. Il y a des informations qui vont apparaître aussi en fin d'émission et nous ferons un réel plaisir de vous accueillir pour nous passer un bon petit moment, pour nous parler. Exactement. Et pour nous faire la population découvrir, Kazoka fait. Voilà, ça se passe comme ça. On parlait de lien, on parlait d'intergénérationnel, on parlait de partage, de savoir, de transmission. On est là également pour ça, pour vous permettre de véhiculer, de diffuser, de communiquer sur vos projets. Et on le fait avec l'amour. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je remercie toutes les personnes qui ont participé, notamment sur le chat. Pas oublier, voyez, l'amour, des cœurs. On adore ça. Voilà, et puis merci également aux téléspectateurs. On se retrouve ce vendredi, avec Secret de Femme, notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi à partir de 16h, direct télé et Facebook. Et puis la blablateuse qui a rejoint nous la semaine prochaine. Mardi pour d'autres aventures, comme d'habitude. Oui. D'autres blabla. À bientôt. À bientôt. Au revoir.